Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice de Mage Glasses et je suis ravie de vous retrouver nombreux ce soir pour un nouvel épisode de notre série de webinaires à la découverte de l'armée de terre. Alors aujourd'hui, on va accueillir la lieutenant Sarah qui est chef de section maintenance, mais avant je voulais m'assurer que ça fonctionne, donc je vous invite à utiliser le chat en bas à droite pour m'adresser un petit coucou, un petit bonjour pour me dire que vous m'entendez bien et puis vous souhaitez la bienvenue. Bonjour Louise, bonjour Louis. Bonjour Ronnie, bonjour Jules, bonjour Maïga, Soham, Logan. Bon, j'ai l'impression que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Du coup, ceux qui viennent pour la première fois, soyez les bienvenus. Je vais vous réexpliquer un petit peu les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à Sarah pour en apprendre un petit peu plus sur son parcours, pour ses missions au quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la deuxième partie du webinaire, c'est vous qui allez prendre le relais et poser directement les questions qui vous intéressent. Les questions que vous avez sur le parcours de Sarah, les questions que vous avez sur l'armée de terre, comment on rentre dans l'armée de terre, quels sont les rôles et les missions que vous pouvez avoir. Et donc là, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet questions et vous me mettez votre question en me précisant votre prénom, votre âge, le type d'études que vous suivez et votre question, ce qui me permettra de donner un peu de contexte. Comme ça, Sarah pourra y répondre au mieux. Un point important aussi, c'est que vous êtes sans doute trop nombreux et on aura trop de questions pour pouvoir les poser toutes. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voter pour les questions qui vous intéressent. Ça, c'est hyper important. Donc, je compte sur vous pour que tout au long, pendant la première partie, vous regardiez aussi les questions qui sont posées et puis que vous alliez voter pour ces différentes questions. Comme ça, moi, ça me donne une idée et je sais dans quel ordre poser les questions à Sarah. Est-ce que c'est clair pour vous tous ? Si ça vous va, je vous propose de faire venir Sarah avec moi sur scène pour en apprendre plus sur son parcours, elle qui est chef de section maintenance. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que ça veut dire, mais Sarah va tout nous expliquer. Allez, je lance l'invitation. Magie du direct, dans quelques instants, normalement, Sarah sera avec moi et va vous partager son quotidien et ses missions. Bonjour Sarah. Et bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci. On est ravis, Sarah, de t'avoir avec nous pour en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ce que fait un chef de section maintenance. Oui. Et donner peut-être envie aux nombreux jeunes qui sont avec nous d'en apprendre plus et de se projeter. Alors Sarah, tu sais qu'on a une première partie qui s'appelle la carte d'identité de l'invité, dans laquelle je vais te poser quelques questions et l'idée c'est de répondre un peu rapidement, sachant qu'on va refaire après un point sur ton parcours. Très bien. Est-ce que tu peux me donner ton grade ? Alors je suis lieutenant. Voilà, si vous ne le voyez pas, ça ressemble à ça le grade. Super. Est-ce que je peux te demander ton âge ? J'ai 25 ans. Et tu es rentrée en quelle année dans l'armée de terre ? Je suis rentrée en 2019. Ok, donc il y a quelques années seulement. Voilà. Ton meilleur souvenir dans l'armée de terre, ce serait quoi ? Le meilleur souvenir que j'ai, pour moi, ce serait en école, bizarrement dans les moments difficiles, où en fait on était tous ensemble et qu'il y a eu des vrais moments de cohésion. J'ai un souvenir, c'était pendant un stage de commando où on était dans une marche, c'était très dur et voilà, on s'est tous encouragés, tenu la main et finalement c'est resté un bon souvenir. Super, la cohésion d'équipe, le fait d'être voilà. C'est une des valeurs clés de l'armée de terre. Oui, c'est pas un mytho. Exactement. Et si tu devais nous raconter le plus gros challenge auquel tu as dû faire face ou quelque chose de plus compliqué, tu nous parlerais de quoi ? Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, ce qui a été compliqué, et surtout au début, ça pourra justement peut-être aider les personnes qui nous écoutent, c'est quand je suis arrivée, de me retrouver en fait dans un environnement où on était tout le temps tous ensemble. Voilà. Le fait d'être tout le temps avec d'autres personnes, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés. C'est vraiment quelque chose où il faut s'habituer. Ok. Et là, aujourd'hui, tu es habituée, ça va ? Oui, c'est bon. Mais c'est parfois pesant. Hein.
Très clair. Et du coup, comment tu as eu l'idée de devenir militaire et t'engager dans l'armée de terre? Est-ce que c'est un livre ou un film que tu as vu qui t'a inspiré? Est-ce que tu avais des parents militaires? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours par rapport à ça? Alors dans mon cas, mes parents sont pas du tout dans l'armée. Voilà, j'avais aucun lien avec ça. Mais donc comme tu as dit, moi c'est plus un livre. C'était un livre de photos, d'anciennes photos que j'avais chez moi. Et en les feuilletant, donc c'est un livre de photos historiques, je suis tombée sur l'image d'une femme dans l'armée américaine. Je pense que c'était à peu près dans la période guerre du Vietnam. Donc elle était en treillis, elle avait des bigoudis dans les cheveux, elle lisait un magazine féminin avec une clope dans la main. Et je sais pas, ce contraste m'a saisi et j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça a été vraiment qui m'a donné envie. Après, forcément, il y a eu d'autres motivations, hein. Mais cette idée de rentrer dans l'armée, je trouvais que ça collait avec mon caractère. Et puis voilà, je voulais un métier où on a quand même des enjeux et qui soit opérationnel. Super. Eh ben merci Sarah pour cette première partie qui clôture du coup la carte d'identité de l'invité. Du coup, moi je suis curieuse d'en apprendre plus sur ton parcours. Tu nous as dit que tu étais rentrée dans l'armée de terre en 2019. Voilà. Comment ça s'est passé? C'était quoi tes premiers pas dans l'armée de terre? Donc, tu as été intéressée par cette photo, ça t'a donné envie. Qu'est-ce Oui, que tu as oui. fait? Comment t'en es arrivée là? Donc ensuite, au niveau des études, donc j'étais en bac général littéraire. Et donc vient tout de suite le moment où on est en terminale, on nous demande de choisir, soit d'aller à la fac ou en fait de se spécialiser. Et moi, je me sentais absolument pas prête à ça. Et j'ai été bien orientée et on m'a dit de faire une classe préparatoire pour les grandes écoles. Donc j'ai fait Hippocagne et Cagne. Et parce qu'en fait, le cursus reste général et on peut présenter beaucoup de concours, dont Saint-Cyr. Et moi, j'y suis vraiment allée avec cette optique d'aller à Saint-Cyr. Voilà, donc Saint-Cyr, c'est, pour ceux peut-être qui savent pas trop, c'est l'école des officiers de recrutement direct, c'est-à-dire direct, en fait, on est recruté à bac+2. Et on effectue 3 ans de scolarité là-bas. Donc forcément, il faut réussir le concours. Donc ça, j'ai eu l'opportunité d'y arriver en seconde année. Et ensuite, j'ai intégré l'école et s'en est suivi 3 ans de formation à Saint-Cyr et ensuite 1 an de spécialisation. Super. Ces 3 ans à Saint-Cyr, tu nous en parles un peu? Oui. Alors, il y a Saint-Cyr, c'est une école avant tout militaire, mais c'est aussi une école académique. Il y a vraiment ces deux volets, parce que l'objectif, c'est de nous former militairement, mais qu'on sorte de l'école avec un niveau qui soit bac+5. Donc, on aura une formation assez solide, c'est ça qui est intéressant. Après, au niveau de la formation militaire, on nous apprend à être chef de section, mais on commence vraiment par le début. Voilà, à être simplement soldat, ensuite chef d'équipe, puis chef de groupe. C'est très progressif. Et dans cette formation militaire, on retrouve aussi des stages, que ce soit des stages commando, des stages, voilà, moi j'ai fait le brevet de parachutisme. Il y a aussi des qualifications tournées vers tout ce qui est montagne. Donc on a vraiment une formation complète qui sont renforcées par des stages en unité, où là on a un poste soit de sergent en première année, soit de chef de section en dernière année. Donc ce qui nous permet vraiment d'appréhender le métier. Après, au niveau plus scolaire, donc plus académique, on est à nouveau séparés en fonction de nos spécialités. Donc, il y a les littéraires qui choisiront la spécialité qui les intéresse et les scientifiques qui auront le choix entre un autre cursus et d'autres matières. Mais le but, c'est que à la fin des 3 ans, on a un mémoire à faire. Et ça vient en fait valider, ça vient socler notre formation à Saint-Cyr. Et à l'issue de ces 3 ans de formation, il y a un choix à faire. Voilà. L'arme que tu vas choisir. Toi, tu as choisi l'arme du matériel. Oui, l'arme du matériel. Tu peux expliquer ce que c'est? Oui. Donc, au niveau des armes, donc vous avez des armes de mêlée. Donc voilà, par exemple, cavalerie, infanterie. Moi, j'ai choisi une arme de soutien. Donc le matériel, voilà, pour être très direct, en fait, moi, je commande des mécanos. C'est comme si j'avais un grand garage avec plusieurs ateliers. Et moi, je suis chef de tout ça. Voilà. On fait de la maintenance, on fait de la réparation. Ok, donc comme un mécano qui répare une voiture, sauf que là, en fait, c'est du matériel militaire. Absolument. Absolument, oui, oui. On retrouve beaucoup de véhicules blindés. Bah, ça va peut-être parler à des personnes, les Charles Leclerc, voilà, tout ça, nous, on est dans ce type-là de matériel. Super. Et donc là, tu repars pour une année
de formation sur l'arme du matériel, justement. Oui, donc après ces 3 ans à Saint-Cyr, avec le classement, on choisit notre arme. Et ensuite, il y a cette année de spécialisation qui donne lieu à un second classement où là, on va choisir l'unité où on va être affecté. Voilà. Et donc là, cette formation complémentaire que tu as faite, elle était à quel endroit? À Bourges. Ok. Voilà. Et à l'issue, tu choisis du coup une affectation. Et aujourd'hui, tu es toujours dans cette affectation. Tu peux nous dire où tu es et comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Donc l'affectation, elle dure 3 ans. Donc moi, j'ai choisi le sud. Voilà. Je trouvais ça plus sympa. Donc je suis dans le originaire du sud en plus, je crois. Comment? Tu es originaire du sud, je crois. Oui, d'Ardèche totalement. Ouais. Moi, j'ai choisi le 4e régiment du matériel. C'est un régiment qui a plusieurs détachements, donc moi, je suis dans le détachement de Canjuers. Très clair. Aujourd'hui, tu gères combien de personnes? Là, j'en gère 45. Et ça, c'est depuis ta sortie de l'école? Oui. Avec quel âge? J'avais 23 ans. Donc 23 ans, tu gères 45 personnes. Waouh! Je crois qu'il n'y a que dans l'armée qu'on voit ça parce que c'est extrêmement rare dans le civil. Et du coup, comment ça se passe? Tes premiers pas en tant que chef de section maintenance, t'arrives et oui, c'est tout de suite. On est tout de suite mis dans le bain, forcément. Après, il y a quand même eu des années de formation avant. Donc ça va, on se sent pas démuni, on retrouve vite nos acquis, mais c'est vrai que ça arrive très vite, il faut vite grandir, il faut vite pouvoir percuter voilà, ce qui arrive, parce qu'on doit vite prendre la place soit du capitaine au-dessus et du coup être responsable de la compagnie, et avoir tout de suite beaucoup plus de responsabilités, donc ouais. C'est un vrai challenge. Par contre, tu n'es pas toute seule, tu as des adjoints, tu as des chefs d'atelier, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se compose, les 45 personnes qui sont dans ton... Oui. Donc c'est très pyramidal. Donc au-dessus, vous avez le chef de section, voilà, qui va être au-dessus. Moi, ensuite, j'ai un adjoint. Et après, j'ai 4 ateliers. Donc à la tête de chaque atelier, il y a un chef d'atelier et un adjoint. Et eux vont vraiment gérer tout ce qui est interne à l'atelier, tout ce qui est administratif. Moi, j'aurai un suivi beaucoup plus global, mais c'est vraiment des personnes sur qui je m'appuie au quotidien dans le commandement. Très clair. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu as dit que tu avais 4 ateliers, comment sont répartis ces ateliers? C'est en fonction du type de véhicule que vous allez gérer, c'est ça? Oui, à chaque fois, il y a des spécialités. Donc, par exemple, j'ai un atelier blindé, où dedans, c'est des personnes qui vont être formées à ça. Après, ce qui est bien, c'est que ce qu'on appelle mobilité terrestre, donc tout ce qui est réparation des véhicules à roues, en tout cas, il y a quand même des passerelles entre les différents ateliers. C'est-à-dire un mécano va rester un mécano, on va pouvoir lui faire toucher à plusieurs véhicules. Je ne sais pas si c'était clair. Oui, pour moi, ça l'est. Après, ce qui pourrait peut-être être intéressant aussi, c'est que tu nous aides à nous projeter un peu dans ce que tu vis au quotidien. Donc, c'est quoi une journée de chef de section maintenance, par exemple? Voilà. Donc, la journée, elle commence toujours voilà, avec du sport. Donc, on aura ça. Moi, je suis responsable, en fait, de la forme physique de mes hommes. Donc ça, j'y porte une attention particulière. Donc voilà, le matin, donc 2 heures de sport. Ensuite, il y a tout ce qui est activité. Comment? C'est tous ensemble les 2 heures de sport ou pas forcément? Oui, si, on fait ensemble. C'est ce qui en fait permet d'avoir une bonne cohésion et de se retrouver, voilà, autour d'autre chose que du travail pur et dur. Après, donc mes mecs vont en atelier où là, ils sont aux ordres de leur chef d'atelier. Donc ils font de la réparation toute la journée, comme le ferait un mécanicien dans un garage. Voilà, c'est exactement pareil. Moi de mon côté, à l'atelier, au bureau, du coup, je vais suivre, faire tout ce qui est le suivi administratif, tout ce qui est les inscriptions à des formations, à des permis, voilà, un suivi aussi opérationnel. En fait, je vais gérer tout ce qu'il y a derrière. Et puis voilà. Après, on a aussi beaucoup de préparation opérationnelle. Donc ça occupe une grande partie de l'année. En tout cas, peut-être pas de la journée, mais là-dessus, on est aussi assez présent. Je sais pas si c'était clair. Après, donc c'est plutôt beaucoup de choses, mais c'est plutôt des éléments administratifs et de management, si on peut dire. Donc voilà. La gestion des différentes équipes. Ça, c'est quand tu es
à ton poste, on va dire, de manière classique. Mais de temps en temps, il peut t'arriver de partir dans ce qu'on appelle les OPEX. Donc, c'est des opérations extérieures. C'est Est-ce ça. que tu peux nous parler de l'OPEX que tu as fait? Dans quel contexte ça se passe? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que tu fais quand tu es en France dans ton poste classique? Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Roumanie. Je suis partie au mois de juillet 2023. Je suis rentrée là il y a 2 mois, au mois de novembre. Donc voilà, une OPEX minimum, c'est 4 mois. Souvent, on dépasse un petit peu. Après, donc comment ça marche? Avant d'être projeté, on aura toujours une préparation en amont. Donc là, pour la Roumanie, c'était 15 jours, où en fait, on a une sorte de remise à niveau. On va faire beaucoup de tirs, on va faire tout ce qui est secourisme et aussi d'autres activités qui sont spécifiques à l'OPEX où on sera projeté. Donc il y a ces 2 semaines de formation. Après, on part. Moi, ce qui a été particulier, c'est que en tant que chef de section maintenance, on part que très rarement avec notre section. Et c'est beaucoup en fait de personnes qui sont détachées d'autres régiments que on retrouve sur place. Voilà. Donc toi, pendant ce temps-là, c'est ton adjoint qui te remplace dans ta section. Tout à fait. C'est ça? Ouais. Et toi, tu pars commander d'autres personnes sur une nouvelle section à l'étranger. Est-ce que le job est le même? Alors pas forcément pour toi. Pour toi, ça sera intéressant, mais aussi même pour les personnes qui sont présentes sur place et qui sont dans tes équipes. Oui. Alors non, c'est quand même différent. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce qu'on a cette notion où c'est opérationnel. Nous, par exemple, en Roumanie, l'infanterie, la cavalerie venaient s'entraîner. Pour qu'ils puissent mener à bien leur entraînement, on avait besoin de sortir beaucoup de véhicules et on avait une charge assez lourde. Donc on sent qu'il y a une sorte de bonne pression qui fait que c'est très motivant, c'est stimulant. Après, en tant que chef de section, on est quand même beaucoup plus proche de nos hommes. Moi, j'ai géré beaucoup plus le niveau maintenance que le niveau administratif. D'accord. Et pour tes hommes, si on revient du coup sur les personnes que tu accompagnes, comment ça fonctionne? Tu as des personnes qui ont différents grades, j'imagine, au sein d'un atelier. Est-ce qu'ils ont tous le même rôle? Est-ce que, comment ça fonctionne? Encore une fois, c'est l'armée, donc ça reste simple mais pyramidal. Donc forcément, un jeune qui arrive, donc il sera première classe, il sera sous les ordres d'un chef d'équipe. Voilà. Ça, c'est un grade de brigadier chef. Et au-dessus du chef d'équipe, on a le chef de groupe. Donc voilà, c'est très échelonné. Il n'y a personne qui est tout seul à faire son truc. Non, chacun est sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Super. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on peut progresser aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est motivant parce que forcément, quelqu'un qui arrive première classe, on lui dit fais ci, fais ça. Il sait qu'un jour, il pourra progresser et être celui qui donne des ordres. Et en fait, avoir un rôle et même après, d'autres perspectives d'évolution au sein de l'atelier. Très clair. On n'a pas parlé d'un sujet, c'est que tu es une femme. Est-ce que ça se voit tant que ça? Est-ce que ça change quelque chose sur la manière dont tu vas gérer ta section et sur la manière dont ta section te perçoit? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la même carrière, les mêmes opportunités quand on est une femme dans l'armée de terre? Alors déjà, pour répondre à la première partie de la question, voilà, moi, c'est pas quelque chose que je me répète au quotidien, que je suis une femme, tout ça. Je suis passée par des étapes, l'école où ça a été dur et où j'ai pu me forger. Alors, je suis pas là à me justifier, d'être ici ou pas, et ça se ressent, et il n'y a pas du tout ce truc-là de dire ah oui, c'est une femme, on va moins bien l'écouter. Ça, pas du tout. Maintenant, les femmes dans l'armée, c'est quelque chose de très courant. Voilà, c'est très bien. Il y a une vraie intégration. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est plus vraiment un sujet actuellement. Après, au niveau des opportunités, c'est les mêmes que les hommes. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc, c'était une question un peu provocatrice, mais c'était pour les jeunes filles qui nous écoutent, pour lever peut-être des doutes ou des questionnements qu'on peut avoir. Bien sûr. Vous étiez peu nombreuses quand tu étais à l'école. Voilà. On était 12 filles sur une promotion de 160 personnes.
Ok. Donc, ouais. Après, là, l'aspect que j'ai du recul. C'est vrai qu'en régiment, ça se passe bien. En école, c'était plus compliqué. Voilà, fallait vraiment faire sa place. Il fallait être à la hauteur des entraînements physiques. Voilà, au niveau du sport, c'était très dur. Tous les stages qu'on avait, c'est quand même un vrai challenge. Mais après, ça reste spécifique à l'école, à Saint-Cyr. Une femme qui viendra s'engager comme ça dans l'armée, ça sera, je dis pas que c'est plus facile, mais ça sera beaucoup plus abordable et elle sera moins confrontée à cette dureté. Et ce que tu disais aussi, c'est qu'à la fin, tu as ton grade et tu le vaux, et que tu sois un homme ou une femme, ça ne fait pas de différence. Donc, si Non. tu es chef de section, que tu sois chef de section homme ou femme, tu es respecté Oui, de la oui, même oui. manière quand tu donnes un ordre. Bien Et sûr. il y a un point qui est important aussi, c'est que le salaire d'un homme ou d'une femme dans les armées est le même en fonction de ton grade, etc. Donc ça Ah oui, aussi, c'est pas le cas oui, oui. forcément dans toutes les boîtes. C'est Euh, vrai. faut le dire. Donc quand il y a des choses qui sont positives, c'est important aussi Oui, oui, oui. de le mettre en avant. Et du coup, c'est quelque chose qui n'a pas d'impact aujourd'hui sur ton job. Non, 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 pas du tout. Après, pour celles qui se poseraient des questions, à se dire, voilà, je suis une femme, peut-être j'hésite. Il n'y a pas de question à se poser. Je pense qu'on on se met toute seule des barrières. Voilà, parfois ça vient même pas des autres. Nous-mêmes, on va se dire ah non, c'est moi qui suis pas à la hauteur parce qu'on entend ça. Ou mais il y a aucun souci. On peut réussir autant qu'un homme. Et même moi, je trouve en tant que chef de section, être une femme, il y a pas mal d'avantages parce qu'on aborde les choses différemment. Et chef de section, c'est beaucoup de management. Il faut être assez souple. Il faut avoir une bonne communication. Et ça, nous les femmes, on est quand même parfois voilà, plus axé dessus. Et puis en fait, ça fait plaisir parce qu'à 23 ans, je suis arrivée et là, je suis comme leur maman, quoi. Et bah oui, Certains ont le même âge que toi ou sont peut-être même plus âgés. et ben, ils sont tous plus âgés ou le même âge. Mais c'est ça qui est exceptionnel en fait, c'est que je commande des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, mais je reste leur chef et j'aurai le dernier mot. Et donc c'est quand même pas mal. Euh, tu as déjà fait une opération Sentinelle. Alors, c'est peut-être un mot qu'on connaît. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est Sentinelle et nous expliquer comment ça se passe? Oui. Alors une opération Sentinelle, c'est ce qu'on appelle une opération interne, donc ce qu'on fait en France. Ça dure 2 mois. Donc ça, c'est la même chose que pour une opération extérieure. On a une phase de préparation qui dure 15 jours dans ces cas-là. Voilà, on revoit pas mal de techniques voilà, spécifiquement militaires. Et ensuite, on est projeté c'est dans les villes voilà, comment dire, qui ont un aspect sécuritaire, enfin, où qu'on doit renforcer la sécurité. Moi, dans mon cas, c'était à Rouen. Et en fait, on va patrouiller la journée en ville, dans les centres, dans les périphéries, tout ça. D'accord. Et donc, normalement, si vous êtes dans une grande ville, dans les gares, etc., on a déjà vu des personnes C'est qui sont ça. dans le cadre de l'opération Sentinelle. Là, tu te prépares pour une autre opération Sentinelle dans le cadre des Jeux Olympiques à Voilà. Paris qui arrivent, où tu vas participer. Là, tu joues un rôle de chef de section aussi. Comment ça se passe? Oui, oui, oui. En fait, c'est toujours pareil. Le travail n'est pas le même que quand on est au bureau ou en OPEX, mais nous, on va être là pour organiser. Par exemple, les horaires de patrouille, dire, OK, on a 4 groupes, celui-là, il va faire telle zone à telle heure, celui-là, il va faire l'autre zone, nous, on est tout le temps en coordination. Très clair. Il y a quoi au-dessus de la section? Est-ce que tu peux nous réexpliquer comment c'est organisé et donc du coup la suite logique en fait est qu'aujourd'hui tu commandes une section, demain tu vas commander ce qui est au-dessus. C'est quoi qui est au-dessus de la C'est section? une compagnie. Une compagnie, elle est divisée entre 3 ou 4 sections. D'accord? Donc on À peu multiplie par près. 3 ou par 4 le chiffre, donc on peut arriver jusqu'à 200 à peu près, c'est ça? Un peu moins de 200. Voilà, oui, oui. Une grosse compagnie serait composée de 200 personnes. Et ça, à peu près à quel âge on arrive au grade qui te permet de... C'est pour donner aussi des perspectives quand on a un... Euh, le grade, après le grade, donc ça, capitaine, moi je serai capitaine à 26 ans. Mais il y a 2 ans où je vais pas commander une compagnie, je vais être adjoint du capitaine qui commande la compagnie. Mais sinon, je peux espérer commander la compagnie à 28 ans. Donc à 28 ans, gérer 200 personnes. C'est assez fou Ouais. quand même. Et après, Ouais. au-dessus de la compagnie, il y a quoi? Au-dessus d'une compagnie,
Ah bah après, il y a un régiment, après c'est le chef de corps, mais ça, c'est encore d'autres études. D'accord. Donc la suite logique pour toi, c'est de continuer dans ton arme, donc dans le matériel et donc du coup en restant aussi gérer des mécaniciens, Oui. mais après une section donc sur une compagnie. Et donc là du coup tu encadres les chefs de section qui eux-mêmes encadrent Voilà. leurs propres ateliers, c'est ça? Oui, c'est bien ça, je serai chef des lieutenants. Quand on est capitaine, on gère ça. Ok, et c'est toujours un côté administratif. On prend encore plus de... Oui, c'est toujours un côté administratif, mais comment dire, c'est le clic au-dessus en fait. Ouais, Voilà. Puis au niveau de la maintenance, c'est aussi gérer voilà, beaucoup de problèmes de maintenance. Chose qu'en tant que chef de section, je fais, mais beaucoup moins. Moi, j'ai un suivi plus opérationnel, plus, voilà, plus ce qui est papier, tout ça. Ce qui est maintenance, j'ai mes chefs d'atelier en fait à qui je délègue ce rôle-là. ok, très clair. Eh bien écoute, on est plutôt bon. On arrive à 18h27, donc presque 30 minutes. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Alors je vais vous inviter quand même à aller liker les questions qui vous intéressent et puis à rajouter des questions si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, ce sera le bon moment pour se lancer. Et puis on va enchaîner du coup sur les questions qui sont posées par les jeunes. Donc la première question, c'est Jules qui ne m'a pas dit qui il était. Donc Jules, si dans le chat tu veux me donner des éléments en plus, n'hésite pas. Bonjour, Jules l'inconnu. La question de Jules, c'est diriger une équipe de plus de 45 personnes est une responsabilité importante. Oui. Comment gérez-vous les défis liés à la gestion d'une équipe de cette taille, notamment dans un environnement militaire? Enfin, la question en soi, ce serait. Tu veux que je la relise? Oui, je veux bien. Donc, il dit que tu gères, enfin, tu as beaucoup de responsabilités puisque tu gères une équipe de plus de 45 personnes. Oui. Et il demande comment est-ce qu'on gère les défis liés à la gestion d'une équipe de cette taille. Donc, 45 personnes, c'est beaucoup. Comment on arrive à gérer 45 personnes? Oui. Et notamment, est-ce que le fait d'être dans un environnement militaire, ça rajoute quelque chose au fait qu'il y ait 45 personnes dans ton équipe? Bah déjà, je veux rebondir sur la première partie de la question. Effectivement, c'est une énorme responsabilité. Et surtout dans un milieu militaire, parce qu'il y a des situations qu'on trouverait jamais dans le civil. Par exemple, organiser un tir. Voilà, quand on fait des tirs, on tire à balles réelles. S'il se passe quelque chose sur un pas de tir, je suis la première responsable. Voilà. Je suis responsable de la sécurité. Pareil dans un atelier, je suis responsable de voir si mon personnel met bien les gants pour travailler, a bien le casque. Là-dessus, c'est sûr qu'il faut être très vigilant. Après, comment on fait pour gérer 45 personnes? C'est sûr que je ne vais pas pouvoir gérer ça toute seule. Moi, je délègue beaucoup. Commander, c'est déléguer. Voilà, j'ai un adjoint, j'ai des chefs d'atelier à qui je donne des ordres. Et eux sont les garants ensuite du bon fonctionnement de leur atelier et que tout soit respecté. Voilà, mais en fait, je suis entourée. Je ne suis pas toute seule. Alors, Jules nous dit qu'il est en école de management à Paris en deuxième année. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il s'intéresse aux questions qui sont liées à ça. Ensuite, on a une question de Logan qui, lui non plus, ne s'est pas présenté. Et il nous dit qu'il souhaite devenir militaire au sein du 2e régiment du matériel. Oui. Il a passé des tests à Rennes et qu'il a reçu ses résultats, mais il n'a pas reçu son retour d'enquête depuis 2 mois. Il s'inquiète un peu, il demande si c'est normal, combien de temps ça peut prendre. Est-ce que tu as une idée ou pas? J'en ai aucune idée, tout simplement parce que je ne gère pas l'aspect CIRFA. Alors voilà, je pense que le mieux, c'est d'aller les contacter directement. Ouais, donc Logan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser cette question aux équipes de recrutement de l'armée de terre et on te fera une réponse demain sur mon compte LinkedIn quand je posterai le replay, etc. Je te donnerai les infos pour savoir combien de temps potentiellement le retour d'enquête peut prendre. Voilà. Autre question, question de Eliane qui a 22 ans, qui fait un bac +5 supply chain management. Mm-hmm. Et il dit mes respects lieutenant, quels sont vos objectifs après votre temps de commandement?
CDS, OA, CDU. Il va falloir que tu nous aides à comprendre ce que ça veut dire pour Ouais. expliquer ça à tout le monde. Pensez-vous garder votre spécialité maintenance logistique? Ok. Bon, alors, quels sont mes objectifs après le temps de commandement? Ce qu'on appelle temps de commandement, donc c'est d'avoir commandé une compagnie. Donc donc forcément, c'est ce qu'elle appelle CDU. Et ensuite, OA, c'est ce qu'on fait juste avant. En fait, c'est les 2 ans avant où on est adjoint du CDU. D'accord. Donc pour moi, du coup, c'est dans 1, 2, 3, 4, ça sera dans 6 ans que j'aurai terminé cette phase-là. Alors, je sais pas vraiment ce que je vais faire ensuite. Je pense quand même poursuivre. Pourquoi pas faire d'autres concours au sein de l'armée pour pouvoir évoluer. Après, de la logistique, oui, je compte y rester, hein, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant et où il y a plein de missions, c'est très divers et c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai une question. On voit que Eliane, par exemple, fait un bac plus 5 supply chain management. Donc, en fait, n'a Oui, pas le même parcours que toi, n'a pas fait les classes prépa puis Saint-Cyr. Par contre, on ouais, peut quand même rentrer dans l'armée de terre en tant qu'officier sous contrat. bien Donc, du sûr. coup, à la fin de ses études, Eliane peut tout à fait Oui. rentrer dans l'armée de terre. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que demain, si Eliane rentre, elle peut potentiellement être aussi chef de section maintenance? Est-ce que c'est le même poste? Est-ce qu'on fait la différence entre quelqu'un qui est là de carrière, comme on dit, ou quelqu'un qui est sur contrat? Alors la différence, comme tu as dit, quelqu'un qui est de carrière, en fait, est engagé, et moi, par exemple, mon contrat va jusqu'à 2065. En fait, on ne peut pas me virer de l'armée. Voilà. Quelqu'un qui est de contrat, elle peut très bien rentrer dans l'armée, faire son temps de commandement, tout ça, et après, si jamais un jour on n'a plus besoin d'elle, on peut dire bon bah voilà, il y a plus de boulot ou tout ça. Ça, je vais rassurer ceux qui voudraient faire ça, ça n'arrivera pas parce que l'armée, on est très demandeur, voilà, dans toutes les classes, que ce soit militaire du rang, sous-officier, officier. Voilà, on est un peu en perte, donc on est content quand il y en a qui viennent. Mais après, à part cette différence-là, non, c'est pareil, c'est juste au niveau scolaire, elle fera que 1 an à Saint-Cyr. Et après, elle aura son année de spécialisation, puis elle sera en régiment. Mais après, elle aura exactement le même cursus que moi ou qu'un autre. Ok. Et donc du coup, quand on travaille, enfin quand on fait une formation en supply chain management, le matériel c'est plutôt bien aussi l'arme du matériel. C'est Oui, une arme. oui. En fait, dans toutes les armes, il y aura ce côté management commandé. Il n'y a pas une arme où un lieutenant ne commande pas. Donc ça, c'est notre base. En fait, j'ai envie de dire, on fait un peu tous le même métier. Voilà. C'est juste qu'on l'exerce dans des contextes différents et avec des moyens différents. Voilà. Mais donc du coup, juste pour comprendre, le fait qu'elle fasse, enfin que ce soit une formation en supply chain n'aide Oui. pas plus à faire du matériel qu'à faire autre chose plus tard. En fait, ta spécialité n'est pas Ok. forcément liée à tes études ou elle est liée à tes études. Quand tu viens Euh, avec un premier, je sais Bah, pas. ça dépend ce qu'elle veut. Si du coup, par ses études, elle veut faire ça, bon bah c'est très bien. Au contraire, c'est positif, ça ira dans son sens, ça va pas la desservir. Après, il n'y a pas d'obligation hein, d'être dans la branche ou d'avoir des connaissances. Tout ça, il y a des formations pour. Et en tout cas, on ne demande pas à un chef de section de s'y connaître, enfin d'être mécanicien, d'avoir des connaissances vraiment techniques. Nous, ce qu'on gère, c'est pas ça, c'est le rôle des chefs d'atelier. Très clair. Il y a Pierre qui nous pose une question et qui demande quels sont les principaux enjeux auxquels tu es confronté en tant que chef de section de maintenance et comment est-ce que tu les abordes au quotidien? Les principaux enjeux. Ouais, Euh, Moi, les principaux enjeux que j'ai, c'est en fait par rapport à tout ce qui est opérationnel, formation. Et il faut que je puisse envoyer les bonnes personnes au bon moment et que j'ai mon personnel qui soit formé en conséquence à ce que j'ai dans les ateliers. Par exemple, nous, on a des nouveaux véhicules. On n'a pas encore de personnes, on n'a pas encore assez de personnes qui sont formées. Et moi, il faut que je puisse les envoyer au bon moment dans les formations pour pas me retrouver en fait avec un déficit de mécaniciens. Ça, c'est un premier exemple. Après, voilà, il y a tout ce qui est inscription aux formations, les permis aussi, ça c'est très important. Après, au niveau des enjeux, je sais pas par enjeu ce qu'il entend vraiment. S'il peut peut-être spécifier sa question.
Je pense qu'il veut dire les principaux points qui sont importants dans tes missions et les sujets dont tu dois t'assurer en fait d'avoir les bons retours. D'accord. Mais c'est un peu ce que tu as. Oui, si j'ai répondu, faut qu'il. Ouais, J'ai Pierre, répondu à ta question. s'il te faut des précisions dans le chat. Pendant ce temps-là, on a une question de Hamza qui nous demande comment est-ce que on peut rejoindre l'armée française pendant qu'on est au Maroc. Alors Hamza, elle pose une autre question en dessous. Oui. Et si je ne parle qu'anglais, puis-je rejoindre l'armée française puisque je ne parle pas bien le français? Alors déjà, un point important, on ne peut rejoindre l'armée de terre que si on est de nationalité française. Voilà. Donc, ça, si c'est pas le cas, la bonne pratique, c'est la Légion étrangère, qui est un moyen de rejoindre les armées françaises quand on n'a pas la nationalité, française. Et du coup, si ça t'intéresse, tu peux sur My Job Glasses échanger avec des personnes de la Légion étrangère qui t'expliqueront un petit peu comment ça marche pour eux. Ouais. Désolée, je me suis permis de répondre. On a Loïc qui nous dit qu'il est étudiant à Chambéry dans une école de commerce. Et il s'excuse, il dit mes respects, mon lieutenant, j'ai pas été présent au début car j'ai eu un manque de connexion. Et du coup, sa question, c'est quel est votre parcours scolaire pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Si tu peux reprendre rapidement pour expliquer ton parcours. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait un bac littéraire. Après la terminale, j'ai intégré une classe préparatoire pour les grandes écoles, ce qu'on appelle Hippocagne et Cagne. Et à l'issue, j'ai pu du coup présenter le concours de Saint-Cyr que j'ai réussi. Et après, j'ai fait les 3 ans de formation à Saint-Cyr, plus 1 an de spécialisation à Bourges. Super. Et du coup, peut-être juste dire depuis combien de temps tu as ton poste et combien de personnes tu gérais en sortie d'école? À 23 ans, je crois. 25. Ouais, mais je suis arrivée à 23 ans du coup. Voilà, à ce poste-là, pour une durée de 3 ans, et je gère 45 personnes. Super. On a une étudiante qui s'appelle Marine et qui fait des études à Rennes et qui pose une question intéressante. Elle demande si tu regardes un petit peu ta carrière jusqu'à présent, c'est quoi les leçons les plus importantes que tu as apprises dans ta carrière? Toujours plus de questions. Désolée, c'est... Ce que j'ai, mais il y en a tellement en fait. Bah vas-y, t'as un peu de temps. Ce que j'ai appris, c'est de bien m'entourer. Voilà, que c'est en choisissant les bonnes personnes qui sont autour de vous que vous allez pouvoir avancer. C'est surtout d'écouter les plus anciens, ceux qui ont l'expérience. Voilà. On ne peut pas arriver comme ça sans connaître et vouloir tout révolutionner. Non, il faut vraiment être à l'écoute des plus âgés. Je dis pas qu'ils sont vieux dans l'armée, mais enfin, voilà, quand je dis âgé, c'est en grade. Là-dessus, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris que la souffrance pouvait être source de plaisir. Voilà. Ça révolutionne un peu l'état d'esprit quand on arrive à l'armée. C'est un truc, en fait, il y a des choses qui sont très banales. Par exemple, il fait froid, il pleut. Ça devient quelque chose d'agréable parce qu'on est tous ensemble, on est tous dans la même galère. Et en fait, ça m'a rendu très positif dans la vie. Ouais, vraiment. Hein. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre comme leçon? Qu'il faut aussi se faire confiance. Hein. Voilà, s'écouter. Faut peut-être pas trop en vouloir, mais qu'il y a un moment où faut admettre qu'on a fait les études pour arriver à ce poste. Et là-dessus, ça nous donne quand même de la légitimité et il faut pas se dévaloriser en fait. Faut savoir ce qu'on vaut et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Hein. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Et j'ai des questions qui me sont posées sur le chat aussi parce qu'apparemment certains ont des problèmes avec l'onglet questions. Donc Jeanne qui a 21 ans, licence éco-gestion, parcours communication, Oui. Qui nous dit je souhaiterais m'engager dans l'armée de terre en tant qu'officier spécialiste communication pour garder un pied dans la communication dans le civil et avoir un pied dans l'armée tout en gardant une branche dans mon domaine d'études. Avez-vous déjà eu des expériences avec des officiers communication?
Et si oui, comment ça se passe? Oui, ce qu'on appelle Ofcom. Voilà, c'est ça, il y en a partout dans tous les régiments et surtout sur les théâtres en OPEX. On est souvent en relation avec eux parce que à l'armée, on aime bien faire des photos, faire des articles, tout ça, et ces personnes sont vraiment faites pour ça. Après, au niveau de la formation, je ne veux pas trop m'avancer, mais pour moi, il y a juste 6 mois qui sont faits en école. Et après, il y a une spécialisation, puis c'est directement une projection en régiment. Comment ça se passe avec les autres personnes avec qui tu étais en école? Est-ce que vous avez des occasions de vous retrouver à certains moments, parce que vous êtes tous à peu près chefs de section quelque chose. C'est ça. Est-ce que vous vous retrouvez et vous partagez vos expériences, vous vous entraidez aussi, peut-être sur des sujets compliqués de management que vous avez à gérer? Est-ce Oui, que oui, oui, on garde un lien très fort en fait, voilà, que ce soit avec des personnes de l'école ou alors avec des personnes où on est quand on est dans la phase de spécialisation, parce que les personnes sont différentes. Une fois qu'on choisit l'arme, forcément, on bifurque avec d'autres gens. Mais on est souvent en contact parce qu'en fait, on rencontre tous les mêmes problèmes, les mêmes missions, tout ça. Donc, on s'échange le savoir, entre guillemets. Et après, en opération, on retombe tout le temps sur des personnes qu'on connaît. C'est très petit comme monde, donc oui, ça qui est bien, quoi. Alors, on a un petit message d'Hugo qui nous dit la formation dure 3 mois à l'EMAC et tu pars directement dans ton affectation pour faire le métier d'officier communication. Oui, voilà, où c'est 3 mois. Oui. Voilà, et on a Marine qui nous donne le nom d'une personne qui est étudiante à Brest. Je ne sais pas, j'ai peut-être raté quelque chose dans les échanges. On a une question de Mohamed qui nous dit est-ce que les candidats qui ont plus de 35 ans sont éligibles ou pas? Je suis en reconversion professionnelle après avoir déjà eu une première expérience. 35 ans, si je dis pas de bêtises, c'est trop tard pour rejoindre l'armée de terre, mais Oui. par contre, on peut être dans la réserve. Oui, Euh, oui, totalement. Oui. Dans la réserve, oui, c'est possible. Ouais. Tu expliques un peu ce qu'est la réserve pour que Mohamed comprenne? Ou je le fais si tu préfères. Euh, oui, peut-être que tu auras plus les mots. Après, je suis pas spécialiste du domaine, mais Donc en fait, quand on dans l'armée de terre, on va avoir à la fois des personnes qui sont d'actives. Donc ces personnes, c'est des personnes, c'est le métier d'être militaire et qui vont être engagés à plein temps, on va dire dans leur mission. C'est leur job principal. Ils sont d'actifs et ils sont là pour un moment. Mais il y a aussi des réservistes. En fait, on a besoin de réservistes pour venir renforcer les armées. Et donc du coup, quand on est réserviste, on va donner un certain nombre de jours en plus, soit d'un métier qu'on a à côté, soit d'études qu'on peut faire, puisqu'on peut tout à fait être aussi dans la réserve en parallèle de ses études. Et du coup, en fait, on va avoir une affectation. On va pouvoir avoir des missions très différentes, mais sur un temps court, un certain nombre de jours dans l'année où on est affecté auprès d'une section ou voilà pour venir renforcer pendant ce temps-là. Et donc du coup, bah, vous êtes militaire les quelques jours de réserve que vous faites, vous êtes réserviste militaire pendant ce temps-là. Et puis le reste du temps, bah, vous avez votre métier où vous avez vos cours. Et donc du coup, il y a un gros besoin de réservistes. Donc je sais que l'armée de terre est intéressée aussi par ça. Donc si ça vous intéresse et que vous avez passé, je crois que c'est 32 ans la limite pour rentrer dans l'armée de terre active, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir aller plus loin. On a donc Céline qui est étudiante à Brest et qui nous dit en tant que jeune chef, quel conseil donneriez-vous pour gérer autant d'hommes et de femmes dans sa section? Et comment on montre qu'on souhaite devenir chef? Alors moi j'ai un peu l'impression, je vais te laisser répondre, hein, mais qu'en fait on est chef par rapport à des études qu'on fait ou par rapport à un recrutement qu'on fait aussi. C'est pas simplement on peut le devenir, quoique je crois qu'on peut passer de sous-officier à officier. oui. Oui, bien sûr. Donc en fait, si ça se passe comme ça, dans le cas où la personne est déjà dans l'armée et veut progresser, ça, ok, très bien. C'est ouvert et il y a beaucoup de passerelles. Après, comment on fait? Oui, c'est lié à des études. Après, voilà, je vais pas vous cacher que en fait, on arrive dans une école, voilà, pour devenir chef. On ne connaît pas forcément la vie ni l'armée. Et parfois, avoir ce grade, ça peut être difficile, ça peut être une trop lourde responsabilité.
Parce qu'en fait, on est projeté dans quelque chose qu'on n'avait pas forcément mesuré. Après, il y avait une autre question dans la question, il me semble. Je te redis ça. Des conseils. Pour gérer, enfin, quelqu'un qui, bah voilà, quelqu'un qui a envie de faire la même chose que toi, même parcours que toi, ou de rentrer après un bac plus 5 et pareil, être officier sous contrat, on lui donne 45 personnes à gérer. Quels conseils tu lui donnes pour réussir dans ce... Ouais, la première chose, et moi c'est ce que j'ai fait en arrivant, c'était m'intéresser aux personnes que j'allais commander. Voilà. Donc en fait, ça passe par des choses très simples, c'est-à-dire le matin, passer dans les ateliers, dire bonjour, prendre le café. Voilà, au début, c'est pas très fluide et les personnes sont souvent surprises ou elles ont peur du grade. En fait, on a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui osent pas dire grand-chose, mais après, si on fait ça régulièrement, les gens commencent à s'habituer à notre présence et après, ça devient très cool. Voilà, on dit bonjour, on se raconte sa vie, tout ça. Donc c'est s'intéresser aux personnes, leur poser des questions, voilà, leur dire là, qu'est-ce que tu es en train de faire, est-ce que ça va, comment ça se passe, est-ce que tu as des demandes particulières. Les personnes doivent sentir qu'on est présente pour elles. Après, au quotidien, ça elles le ressentent aussi, c'est de faire les choses pour elles, leur dire ok, là par exemple, tu n'as pas ce permis-là, je vais t'inscrire ici, je sais que ça sera bien pour toi, et c'est tout ça. Après, donc je l'ai déjà dit, c'est savoir s'entourer. Il faut assez vite pouvoir jauger les personnes qui nous entourent et se dire ok, elle, ça a l'air d'être une bonne personne, assez fiable, je vais pouvoir me reposer dessus, ça c'est quelqu'un d'honnête. Il faut faire le tri parce qu'il n'y a pas que des bonnes personnes qui sont, que ce soit à l'armée ou dans une entreprise. Voilà, faut pouvoir s'adresser aux bonnes. Et après, c'est faire sa place petit à petit, mais au début, oui, il faut faire ses preuves. On a une question. Est-ce que le fait d'avoir le permis de conduire camion et remorque est quelque chose qui est utile dans l'armée? Oui, mais si la personne ne l'a pas, on les fait passer aussi. Voilà. Ok. Ça, j'aimerais bien le préciser aussi. Nous, surtout dans la maintenance, on a tout un panel de formation qui est absolument extraordinaire parce qu'une personne peut rentrer à l'armée sans avoir aucun permis, ni le permis de conduire lambda, va pouvoir faire le VL, le PL, le SPL, tout ce qui est transport en commun. Donc voilà, et ces diplômes-là sont ensuite valables dans le civil. Donc même si la personne vient faire juste 5 ans parmi nous, après elle peut repartir en étant formée. Et, donc là-dessus, c'est une bonne chose. S'il y en a qui hésitent. Ça me permet de te poser la question. On a parlé de tes études tout à l'heure et tu nous as expliqué que tu as fait 3 ans en études, enfin 3 ans en école et après une année complémentaire de formation. Oui. On n'a pas parlé d'un sujet, mais c'est qu'en fait, quand tu rentres en école, Oui. en fait, tu es considéré comme intégrant, enfin comme faisant partie de l'armée de terre, et à ce titre-là, tu es déjà rémunéré. Oui, absolument. Tu ne Et payes pas de formation et tu es toi-même rémunéré. Tu peux nous expliquer ça? oui, moi c'est aussi ce qui m'a donné envie de rentrer, c'est qu'en fait vous arrivez à un niveau d'études. Moi je suis arrivée à l'armée, j'avais 19 ans, bac plus 2, et le mois où j'ai intégré, j'ai touché 1300 € de salaire. Et Ouais. c'était de l'argent de poche parce que l'école prend en intégralité tout ce qui est logement, habillement, ça va, on n'a pas 36 habits, on les perçoit. En plus tout ça c'est perçu, c'est donné. Et le permis de conduire, je l'ai passé à l'armée aussi. J'ai rien eu à payer là-dessus. Ouais, Ah oui, c'est vraiment de l'argent de poche. Et puis après, évidemment, avec les années, ça augmente à chaque fois. Voilà. Et quand tu pars en mission, notamment en OPEX, etc., ça augmente. Enfin, tu as une prime aussi qui vient. Oui. Donc notre salaire est multiplié par 2,5. Ah ouais, sympa. Mais après, en OPEX, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié et il n'y a pas d'horaire. Hein. Voilà, c'est la contrepartie. En effet. On a Thibaut qui est étudiant à Cherbourg qui demande si tu partages des moments en dehors des entraînements avec ta section. Donc en dehors du boulot et en dehors des entraînements, est-ce qu'il y a des moments que vous partagez ensemble de cohésion Oui, nous on essaie de faire au moins 2 événements par an, c'est-à-dire vers Noël, on va faire un repas tous ensemble. Et après, avant les vacances, les grandes vacances d'été, on essaye de se faire une sortie. Ça, c'est important. Et en tant que chef de section, on est aussi garant de ça, de la cohésion qu'on a à l'intérieur de la section. Et ça passe pas que par le travail, ça passe par des moments qui sont beaucoup plus cool. Donc oui, on essaye. Et ça, c'est chaque chef de section qui fait ce qu'il veut. Donc en fonction de ce qui l'intéresse, en fonction des hommes et des femmes qu'il gère, c'est ça. Il organise ou pas, et plus ou moins souvent, c'est ça? Là-dessus, on a une réelle liberté. Hein. C'est ça qui est très bien dans ce métier, c'est que moi j'ai ma section.
Ok, il y a les horaires de travail, mais par exemple les horaires de sport, je peux faire ce que je veux. Si je dis aujourd'hui on va courir, on va courir. Aujourd'hui on va faire de la natation, on fera de la natation. Là-dessus, voilà, j'ai personne au-dessus qui va me dire quelque chose. Tant que les objectifs sont remplis. Pareil au niveau des instructions, je peux faire une instruction voilà, sur quelque chose, sur du combat, sur autre chose. Là-dessus, je suis assez libre. Par contre, tu le disais, la suite après, c'est d'être capitaine et donc du coup de gérer. Voilà. Comment ça se passe toi justement avec la personne au-dessus de toi? Tu as beaucoup d'échanges avec elle. Chaque fois que tu as un problème, une question, tu peux vraiment t'appuyer sur lui. Comment ça fonctionne? On a parlé du tout, mais voilà. Il y a un principe à l'armée qui est simple, c'est le compte rendu. C'est que voilà, moi de mon première classe jusqu'à mon sous-officier, voilà, le plus expérimenté, je demande un compte rendu quand il y a quelque chose qui se passe, quand voilà. Ouais, pour moi c'est exactement le même principe. À mon niveau, je vais rendre compte peut-être pas de tout, mais des choses qui sont quand même impactantes au niveau de mon capitaine. Voilà, il doit être absolument au courant du tout, parce qu'au au final, au sein de la section, je suis ses yeux. Lui, une compagnie, il la gère, mais en fait, il gère pas les personnes individuellement. Nous, on est vraiment son bras droit au sein de la compagnie. très clair. On a un étudiant parisien qui hésite entre rejoindre l'armée ou aller dans le civil. Et il demande comment assurez-vous la formation continue de votre équipe pour rester à la pointe des nouvelles technologies et des évolutions de ton arme? Alors, comment est-ce qu'on assure ça? En fait, on a chaque année un catalogue de formation qui nous est envoyé et nous, on inscrit les personnes à Bourges aussi, parce que Bourges, en fait, c'est la portion centrale du matériel. C'est là donc qu'on est formé en tant que chef de section quand on a notre année de spécialisation, mais c'est aussi là que vont se former tous les mécaniciens. Et donc eux, ils sont à la pointe et ils délivrent la bonne parole, entre guillemets. Mais c'est beaucoup de formation. Hein. On a et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comme ça qu'on progresse dans l'armée, c'est-à-dire que l'armée forme à tout moment et à chaque fois que tu avances. Tout à l'heure, je te dis c'est quoi la suite? Tu me dis oh, là il y aura beaucoup de formations encore avant Voilà. d'y arriver. Donc il y a des moments importants où la formation est faite. Oui. Et puis même pour un officier, à un moment donné, il y a aussi la possibilité après d'aller à l'école de guerre, etc. Donc des formations, tu vas potentiellement en avoir encore. Je vais en bouffer toute ma vie. Charlotte, étudiante en finance à Montpellier. Elle a bien aimé ce qu'on a dit sur la réserve. Et donc, du coup, elle demande s'il y a la possibilité d'être réserviste dans différents corps de l'armée. Si on a des exemples de missions qui sont confiées à des réservistes. Et si les entreprises sont obligées d'accepter de laisser partir un employé quelques jours quand il est réserviste. Alors, je peux répondre. Après, il faudra que tu me dises si c'est vrai ou pas. Mais déjà, oui, dans n'importe quel corps de l'armée, on peut être réserviste. Voilà. Après, au niveau des missions, moi, par exemple, je suis partie à Sentinelle avec quelques réservistes. Donc voilà, tout ce qui est les opérations intérieures, ça, ils peuvent le faire. Et il me semble que l'entreprise est obligée de laisser partir la personne quelques jours par mois. Il y a des accords qui sont passés, mais... Alors, je suis pas sûre que l'entreprise soit obligée. En revanche, il y a des avantages forts pour l'entreprise. Oui. Pour qu'elle signe un contrat, et c'est un contrat tripartite, entre l'armée, l'entreprise et le réserviste. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, en échange de contrepartie que reçoit l'entreprise, etc., on se met d'accord sur un certain nombre de jours de réserve. Et les jours en question, qui sont les jours de réserve que vous aurez, l'entreprise est obligée, si elle a été d'accord au départ et qu'elle a signé ce contrat tripartite, de vous les donner. Après, les choses sont bien faites et les armées ont besoin de réservistes. Donc, en ce moment, notamment, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le sujet et les choses sont faites de manière à ce que ce soit intéressant pour l'entreprise et que l'entreprise ait tout intérêt aussi à faciliter ça. Donc, Charlotte, je ne sais pas si tu es dans une grande entreprise. Si c'est le cas, elle a peut-être déjà signé un contrat de partenariat dans ce cadre-là avec les armées. Donc, n'hésite pas à te rapprocher aussi de ton équipe RH. Et puis, n'hésite pas aussi à aller en CIRFA pour te renseigner et pour savoir ce qui est possible. Donc, le CIRFA, c'est le Centre d'information et de recrutement des forces armées. Il y en a un peu partout sur le territoire. Et donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir aller échanger avec eux. Autre chose, Charlotte, si tu vas sur Major Glaces, il y a des ambassadeurs de l'armée de terre. Et parmi ces ambassadeurs de l'armée de terre, il y a des réservistes.
Donc pareil, n'hésite pas à aller leur poser des questions, à comprendre bien quelles sont leurs missions et qu'ils te disent eux aussi comment ils ont fait pour devenir réservistes et comment ça s'est passé dans les échanges avec leur entreprise. S'ils sont dans des entreprises, tu as les deux, tu as des réservistes qui sont encore en école et tu as des réservistes qui ont un job à côté et qui pourront t'expliquer comment ça s'est passé. Voilà, j'ai également Abel qui est étudiant en 2e année de bachelor droit et business et qui dit généralement on considère que l'armée est un secteur réservé aux hommes. Non. Est-ce que parfois les gens ont peur de vous approcher parce que vous êtes une femme dans l'armée? Quelle drôle de question. Quand ils connaissent, non. Après, en toute honnêteté, les personnes vont avoir plus de tact ou plus de... Pas forcément de réticence, mais après, c'est des préjugés à se dire, ok, bon, c'est une femme, voilà. Mais, enfin, c'est peut-être pas forcément une peur. Après, je sais pas si vraiment le sens de la question. Enfin, moi, comment je le comprends. Enfin, je vais pas avoir en fait un relationnel qui va être plus compliqué avec des hommes parce que je suis une femme. Ça, il peut y avoir cette distance, mais il faut la casser tout de suite. Et voilà, les gens se rendent vite compte à qui ils ont affaire et puis ça passe au-delà d'une apparence ou d'un sexe ou tout ça. Hein. Mais oui, je comprends que ça suscite des craintes et des appréhensions, mais quand on est dans le truc, non, faut pas y réfléchir à ça. Dernière question, parce qu'on arrive proche de la fin. Une question de Florian, qui est étudiant à Paris et qui dit, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est être sentinelle pour les JO? Parce qu'il avait vu ça dans la description de ton profil, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est assurer la sécurité des Jeux Olympiques, c'est ça? Oui, c'est ça, des grands sites en fait, hein, qui seront utilisés, pas forcément à Paris, il y a aussi des villes annexes, il y a Rennes, Lille, voilà tout ça. Donc moi, je sais même pas si vraiment je serai projetée à Paris ou pas. Et voilà, je sais pas, ça répond à la question. Je pense que oui. Du coup, ce que je te propose, Sarah, je vais essayer de résumer très vite tout ce qu'on s'est dit. Tu me dis si j'ai oublié des choses. Ce que je retiens de ton parcours, c'est que du coup, après l'école, tu es arrivé, tu avais 23 ans, tu gérais 45 personnes. Mais tu gères pas 45 personnes comme ça. Tu peux t'appuyer sur un adjoint et 4 responsables d'atelier qui eux-mêmes gèrent des personnes. Donc en fait, finalement, c'est assez pyramidal et heureusement, tu peux pas gérer 45 personnes en direct, ça marche pas. C'est en cascade de champagne. Exactement. Pendant ta période scolaire, tu faisais déjà partie de l'armée de terre pleinement. Tu n'as pas eu à payer tes études et au contraire, tu étais même rémunéré pendant ce temps-là. Oui. Tu es accompagné aussi par une personne au-dessus de toi qui est potentiellement le prochain rôle que tu pourrais avoir et qui encadre différents chefs de section. Chef de section maintenance, ça veut dire en fait que tu gères 4 ateliers qui réparent ou font un peu la révision. Oui. Si je peux dire ça comme ça, de véhicules qui sont les véhicules qui sont utilisés, donc des blindés, des Charles Leclerc, etc., etc. À tout moment tu es formé, à tout moment tu es accompagné, et le fait d'être un homme ou une femme n'a aucune différence aujourd'hui. Ce qui compte en fait, c'est ta formation, ton grade et ta responsabilité. Et personne ne remet plus en question un ordre que tu donnes toi que si c'était une personne homme qui l'a donné. Tu as la possibilité de partir en OPEX, qui est quelque chose où tu ne pars pas forcément avec ta section. Toi, dans le cas que tu as eu, en fait, ton adjoint t'a remplacé à la tête de la section pendant que toi, tu es parti encadrer une autre section. C'est ça. C'est une mission qui est différente. Quand on est en OPEX, on a des primes supplémentaires. Par contre, on travaille plus parce qu'il n'y a pas week-end et jours fériés. Donc, on est à plein dans la mission et on s'assure que la mission soit faite. J'ai noté aussi que tu étais responsable du bien-être des personnes que tu gères. Donc, du coup, il peut y avoir des moments aussi de cohésion, des moments en plus du boulot pour faire en sorte que tout se passe bien. C'est bien ça. Et la cohésion, j'ai noté que c'était hyper important et c'est un espèce de fil rouge un peu tout le long depuis que tu es rentré en école parce que même quand tu galères, même quand on vit des moments difficiles, la cohésion d'équipe et le fait de s'entraider, c'est un peu le point clé qui fait la différence et qui fait que ton meilleur souvenir, c'est une période difficile parce que vous étiez tous ensemble et que vous avez réussi tous à tenir bon grâce à la force du collectif. Absolument.
J'ai oublié quelque chose? C'est Non, assez c'est très bien résumé. C'est Ok. bon. Super. Eh ben, je vais vous remercier tous d'avoir été là et d'avoir posé des questions nombreuses. Je m'excuse s'il y a certaines questions que je n'ai pas pu prendre, mais le temps est passé hyper vite. Si vous voulez continuer les échanges, vous avez 100 ambassadeurs militaires d'actifs et réservistes qui sont présents sur My Job Glasses. Donc, n'hésitez pas à aller leur poser des questions pour en apprendre plus sur ce qu'ils font. Là, on a mis en avant le parcours de Sarah, qui est une jeune officier avec beaucoup de responsabilités, mais elle nous a parlé aussi des hommes qu'elle gérait. Donc, vous allez avoir des personnes de tout grade qui font différents métiers et qui sont disponibles pour échanger avec vous. Et puis, il y aura encore un autre épisode pour découvrir un autre profil, parce que les métiers dans l'armée de terre et les profils sont extrêmement variés. Et puis, je voudrais terminer en te remerciant, Sarah, de t'être prêtée au jeu et d'avoir passé cette heure en notre compagnie pour nous permettre d'y voir plus clair. Et puis, merci aussi parce que tu as été très franche dans tes réponses et tu nous as donné la vraie vision. Donc, merci pour ça. Et puis, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit message. Bah, de rien. Voilà, j'espère que ça aura servi aux personnes qui étaient connectées. Après, il ne faut pas hésiter. Pour peu que vous ayez des questions, il faut vraiment aller en CIRFA. Là, ils pourront répondre à toutes vos interrogations. Et si jamais vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin, nous, au niveau de l'armée de terre, on fait des sortes de stages, des PMT, on appelle ça. Ça dure 5 jours. Vous venez dans nos unités. Et nous, pendant cette petite semaine, on va vous montrer ce que c'est l'armée, qu'est-ce qu'on y fait, l'ambiance générale. Donc, faut pas hésiter. On est tout le temps très content de vous accueillir. Et vous serez encadré par des lieutenants comme moi. Donc, si vous êtes intéressé, demandez en CIRFA. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Merci Sarah. À bientôt. Au revoir.